Bonsoir et bienvenue pour un voyage exceptionnel à travers le temps. Sur les rives de la Méditerranée, ce grand bassin bleu qui a vu naître, s'affronter et se mêler les plus grandes civilisations de l'histoire humaine. Ce soir, je vous invite à vous installer confortablement, à laisser de côté les préoccupations du présent et à vous plonger dans l'histoire fascinante d'un espace où l'eau, la terre, le vent et les hommes ont bâti un monde unique, carrefour de culture, d'échanges et d'inventions sans pareil. Oh, la Méditerranée est bien plus qu'une mer. C'est un théâtre d'aventure, d'innovation, de conquête et de métissage. Depuis l'Antiquité la plus reculée, elle relie l'Afrique, l'Asie et l'Europe et devient la scène principale où s'écrivent les plus grands récits fondateurs. Les premières sociétés agricoles, les premières villes, les alphabets, les religions universelles, la philosophie, la science et la politique moderne y voient fin le jour, portées par la circulation incessante des hommes, des idées et des marchandises. Bien avant l'avènement des grands empires, des peuples mystérieux sillonnent déjà les côtes et les îles, domestiquent la mer et inventent les premières formes de navigation. Les populations du Néolithique, il y a plus de 10 000 ans, franchissent déjà le canal de Sicile, établissent des liens entre la Sardaigne, la Crète, Chypre, Malte et développent de nouvelles techniques agricoles, telles que l'irrigation ou la culture de l'olivier et de la vigne. Au fil des millénaires, la Méditerranée devient un immense laboratoire d'innovation. L'invention de la poterie, de l'écriture, du bronze, l'essor du commerce maritime, la construction de temples monumentaux témoignent d'une créativité exceptionnelle. Les premières cités-États apparaissent sur les rivages de l'Anatolie, de la Grèce, de l'Égypte, initiant une dynamique urbaine et politique qui transformera durablement le visage du monde. L'Égypte des pharaons, l'une des civilisations les plus anciennes et les plus durables, prospère sur la vallée du Nil, aux portes de la Méditerranée orientale. Grâce à la maîtrise des crues, à l'organisation du travail collectif et à l'invention de l'écriture hiéroglyphique, les Égyptiens bâtissent des pyramides, des temples, des villes florissantes. Leur commerce s'étend vers Byblos, la Crète, Chypre, tandis que des expéditions maritimes explorent la mer Rouge, l'Afrique orientale, le Levant. La Méditerranée est déjà, à cette époque, le théâtre d'échanges intenses entre l'Afrique, l'Asie et l'Europe. Le bois, l'ivoire, l'encens, les pierres précieuses, les céréales, la céramique circulent d'un port à l'autre, reliant les cultures, stimulant les innovations. Des routes terrestres et maritimes s'entrecroisent, portées par des marchands, des artisans, des diplomates, mais aussi par des pirates et des aventuriers en quête de fortune. Au 2e millénaire avant notre ère, les grandes puissances émergent. L'Égypte, la Mésopotamie, les Hittites d'Anatolie, les royaumes de Canaan forment un système d'équilibre instable, rythmé par des alliances, des guerres, des échanges de cadeaux diplomatiques, des traités gravés dans la pierre. La mer sert de lien, mais aussi de frontière, de barrière contre l'invasion, d'espace de projection militaire et économique. C'est à cette période que s'illustrent les peuples navigateurs. Les Crétois, inventeurs de la première grande civilisation maritime de l'histoire, la civilisation minoenne. Leur capitale, Knossos, abrite des palais somptueux, des fresques, des archives écrites sur des tablettes d'argile. Les Minoens dominent la mer Égée, développent des techniques de navigation avancées, créent des réseaux commerciaux avec l'Égypte, Chypre, la Grèce continentale, l'Italie du Sud. Leur influence culturelle rayonne bien au-delà de l'île de Crète. Les Mycéniens, peuple guerrier et commerçant de la Grèce continentale, succèdent aux Minoens et impriment à leur tour leur marque sur la Méditerranée. Leur langue, le grec archaïque, leur écriture syllabique, leur forteresse cyclopéenne, leur goût pour l'or et les armes s'imposent dans l'espace égéen. Les récits épiques, l'Iliade, l'Odyssée, témoignent de ce monde de héros,
de guerres, de voyages et de quêtes initiatiques. La chute des palais mycéniens marque le début d'une période de troubles, parfois appelée âges obscurs. Pourtant, la mer demeure le fil conducteur de la continuité culturelle. Les peuples marins, souvent nomades, poursuivent la tradition des échanges, du commerce, de la piraterie. De nouveaux acteurs entrent en scène. Les Phéniciens, maîtres de la navigation, fondateurs de cités prospères comme Tyr, Sidon, Byblos, inventeurs de l'alphabet qui inspirera toute l'écriture occidentale. Les Phéniciens ouvrent la Méditerranée occidentale à la colonisation. Ils fondent Carthage, qui deviendra un immense empire maritime, rival de Rome. Ils établissent des comptoirs en Sicile, en Sardaigne, en Espagne, jusqu'aux colonnes d'Hercule. Leur savoir-faire en construction navale, leur connaissance des routes maritimes, leur capacité à tisser des réseaux commerciaux sur de longues distances font des Phéniciens les véritables connecteurs de l'espace méditerranéen. Ainsi, depuis la nuit des temps jusqu'à la première grande mondialisation antique, la Méditerranée n'a cessé d'être un lieu d'invention, de rencontre et de transformation. Ce creuset unique, où se mêlent langue, religion, technique, rêve et conquête, continue d'exercer sur le monde moderne une fascination intacte, tant il incarne l'idée d'un dialogue perpétuel entre les rives du possible. Après l'aube des civilisations et l'émergence des premiers royaumes sur les rives de la Méditerranée, une nouvelle dynamique s'installe. La mer n'est plus seulement un espace de navigation ou de commerce. Elle devient le théâtre d'affrontements, d'alliances, de migrations et d'innovations qui façonneront durablement le destin de toute la région. Des peuples entiers vont écrire de nouvelles pages de l'histoire, en mêlant guerres, échanges et chefs-d'œuvre architecturaux dans une mosaïque de cultures et de croyances. Le bassin méditerranéen se peuple alors d'une multitude de cités, chacune jalouse de son indépendance et fière de ses particularités. La Grèce antique, morcelée en centaines de cités-États, offre un exemple unique de diversité politique et culturelle. Athènes, Sparte, Corinthe, Thèbes, Delphes, Mycène, Rhodes, chacune développe sa propre organisation, ses lois, son mode de vie, sa religion, son art. Cette fragmentation est à la fois source de rivalité féroce et d'une extraordinaire effervescence intellectuelle. C'est dans ce contexte que naissent la philosophie, la démocratie, le théâtre, l'histoire, la rhétorique, l'architecture classique et la sculpture. Disciplines qui vont influencer durablement l'Occident. À Athènes, au 5e siècle avant notre ère, des penseurs comme Socrate, Platon, Aristote posent les fondements de la pensée critique et rationnelle. Les Jeux olympiques, les débats publics sur l'agora, la construction du Parthénon témoignent d'une société profondément attachée à l'idée de citoyenneté et de perfection de l'esprit humain. Mais la mer n'est jamais un espace paisible. Les cités grecques s'affrontent dans des guerres incessantes. La guerre du Péloponnèse oppose Athènes à Sparte. La guerre de Troie, bien que mythique, symbolise déjà l'idée de rivalité pour le contrôle des routes maritimes et des ressources du Supertotar. Bassin négéen. Ces conflits, aussi destructeurs soient-ils, favorisent la circulation des techniques, des idées, des artistes, des mercenaires, donnant naissance à un véritable monde grec partagé. En parallèle, la Méditerranée voit grandir la puissance de Carthage, fondée par les Phéniciens sur la côte nord de l'Afrique. Rapidement, Carthage devient une cité commerçante incontournable, dont la flotte sillonne la mer pour échanger métaux, céréales, étoffes, esclaves, animaux exotiques. La rivalité entre Carthage et les cités grecques pour le contrôle de la Sicile et des routes de l'Occident est un élément structurant de l'histoire méditerranéenne. D'autres peuples, moins connus, participent à ce bouillonnement. Les Étrusques en Italie, les Ibères en Espagne, les Ligures, les Sardes, les Corses, les peuples des Balkans et de l'Anatolie développent des sociétés originales, bâtissent des villes,
érigent des nécropoles, pratiquent des cultes mystérieux et entretiennent des relations parfois pacifiques, parfois hostiles avec leurs voisins plus puissants. Au VIe siècle avant notre ère, les Perses, issus du plateau iranien, se lancent à la conquête de l'Asie mineure et des rivages orientaux de la Méditerranée. Leur empire, l'un des plus vastes jamais constitués, englobe l'Égypte, la Mésopotamie, la Phénicie, la Judée, jusqu'aux portes de la Grèce. Cette domination provoque une réaction sans précédent. Les cités grecques, pourtant divisées, s'unissent face à l'envahisseur lors des guerres médiques. Les batailles de Marathon, Salamine, Platée deviennent des symboles universels de la lutte pour la liberté et la défense de la culture occidentale naissante. La victoire des Grecs sur les Perses ouvre une période d'expansion, de rayonnement culturel et artistique sans égal. Le siècle de Périclès, l'apogée d'Athènes, la création des grandes œuvres littéraires et architecturales. La mer Méditerranée est alors sillonnée par des centaines de navires, transportant marchandises, philosophes, artistes, diplomates et soldats. Les colonies grecques essaiment de la mer Noire à la Sicile, de la Cyrénaïque à Marseille, de Naples à Alexandrie. Partout, l'hellénisme façonne les arts, les langues, les croyances, en se mêlant aux traditions locales. Mais cette période de prospérité s'accompagne aussi de crises. Les tensions internes, les luttes pour le pouvoir, les inégalités croissantes, la montée en puissance de nouvelles forces vont bientôt bouleverser l'équilibre fragile du bassin méditerranéen. À l'est, Philippe de Macédoine puis son fils Alexandre, appelé le Grand, rêvent d'unifier les cités grecques pour lancer la conquête du monde connu. La conquête d'Alexandre le Grand, à la fin du IVe siècle avant notre ère, change à jamais le visage de la Méditerranée et du Proche-Orient. En moins de 15 ans, Alexandre étend son empire de la Grèce jusqu'à l'Indus, fonde des dizaines de villes, propage la langue et la culture grecque jusqu'en Égypte, en Perse, en Bactriane. Le monde méditerranéen devient alors un espace de rencontres inédites, de syncrétisme religieux, de mélange artistique et scientifique. Après la mort d'Alexandre, ses généraux, les diadoques, se partagent l'empire, créant de nouveaux royaumes en Égypte, en Syrie, en Asie mineure, en Macédoine. Ces royaumes hellénistiques poursuivent la tradition d'innovation, de dialogue, de conquête, mais deviennent aussi les cibles d'autres ambitions, venues d'Occident. La montée en puissance de Rome va bientôt bouleverser tous les équilibres établis. À partir du IIIe siècle avant notre ère, un nouvel acteur s'impose progressivement sur la scène méditerranéenne, Rome. D'abord modeste cité du Latium, fondée selon la légende par Romulus et Remus, Rome va conquérir, organiser et transformer l'ensemble du bassin méditerranéen, créant le plus grand empire de l'Antiquité occidentale. La Mare Nostrum, la mer Méditerranée, devient pour les Romains le centre du monde, une autoroute de circulation, de commerce, d'idées, de soldats, d'esclaves, de culture et de croyances. La montée de Rome s'explique par une combinaison unique de facteurs. Institutions politiques solides, discipline militaire, capacité d'intégration des vaincus, adaptation des techniques étrangères, recherche constante de stabilité et d'expansion. La République romaine, d'abord dominée par une oligarchie patricienne, s'appuie sur la citoyenneté, le droit, les alliances avec les cités italiennes et l'organisation des territoires conquis. Cette flexibilité, alliée à une redoutable efficacité guerrière, permet à Rome de s'étendre d'abord en Italie, puis vers l'ouest, l'est et le sud. Les guerres puniques opposant Rome à Carthage représentent l'un des plus grands tournants de l'histoire méditerranéenne. La première guerre, au IIIe siècle avant notre ère, voit la rivalité commerciale et territoriale culminer en un affrontement naval sans précédent pour le contrôle de la Sicile, de la Sardaigne et de la Corse. Les Romains, d'abord inexpérimentés sur mer, développent en quelques années une flotte redoutable.
innovent avec le corbeau, machine permettant l'abordage, et remportent la victoire. La deuxième guerre punique reste célèbre par l'audace d'Hannibal, général carthaginois qui traverse les Pyrénées, les Alpes avec ses éléphants et inflige à Rome des défaites mémorables à Trébie, au lac Trasimène, à Cannes. Mais la résilience romaine, l'organisation de la société face au péril, la capacité à mobiliser toutes les ressources de l'Italie, permettent finalement à Scipion, l'Africain, de retourner la situation, d'envahir l'Afrique et de vaincre Hannibal à Zama. La troisième guerre punique scelle le sort de Carthage. La cité est détruite, ses murs rasés, ses habitants réduits en esclavage. Rome contrôle désormais l'ensemble de l'ouest méditerranéen. Mais cette victoire n'est que le prélude à une expansion sans précédent. La République, profitant des divisions du monde hellénistique, soumet la Macédoine, la Grèce, l'Asie mineure, l'Égypte, la Gaule, l'Hispanie, l'Afrique du Nord et va jusqu'à menacer les frontières de la Perse. L'expansion romaine transforme profondément le paysage méditerranéen. Partout, des routes, des ponts, des aqueducs, des ports, des amphithéâtres et des temples s'élèvent. Les villes romaines, souvent fondées sur des colonies de vétérans, imposent le plan en damier, le forum, les thermes, les égouts, la basilique, la vie urbaine et les spectacles publics. Les échanges de marchandises, de monnaies, d'artisans, de savoirs, de textes, de modes de vie se multiplient, favorisant une certaine uniformisation tout en respectant les diversités locales. L'organisation de l'Empire s'appuie sur un maillage administratif, fiscal et juridique extrêmement efficace. Les gouverneurs, magistrats, fonctionnaires contrôlent les provinces, prélèvent l'impôt, rendent la justice, veillent à la paix publique. L'armée romaine, structurée en légions professionnelles, est à la fois force de conquête, de police, d'intégration. Les provinces jouissent d'un statut varié. Certaines, comme l'Égypte ou la Gaule, sont directement administrées par Rome. D'autres conservent une autonomie relative en échange de leur fidélité. La romanisation, processus par lequel les élites locales adoptent la langue, la citoyenneté, les institutions et les valeurs romaines, favorise la cohésion de l'Empire. Les notables des provinces envoient leurs enfants étudier à Rome, s'habillent à la mode italienne, construisent des villas, financent des jeux, deviennent parfois sénateurs. Mais cette intégration ne se fait pas sans tension. Révolte, résistance culturelle, mouvements messianiques agitent périodiquement l'Empire, notamment en Judée, en Gaule, en Afrique ou en Bretagne. La Méditerranée devient la voie royale du commerce international. Le blé d'Égypte, l'huile d'olive de Bétique, le vin de Gaule, les esclaves de Thrace, les épices d'Orient, l'ambre de la Baltique, les soieries de Chine, les animaux exotiques d'Afrique affluent vers Rome et les grandes cités provinciales. Les ports, Ostie, Alexandrie, Carthage, Marseille, Antioche, Tarragone, Leptis Magna sont de véritables fourmilières où s'activent négociants, douaniers, dockers, artisans venus de toutes les régions de l'Empire. L'unification politique et économique du bassin méditerranéen favorise aussi la circulation des idées, des religions, des innovations techniques. L'ingénierie romaine invente ou perfectionne d'innombrables outils. Machines de levage, béton hydraulique, systèmes de chauffage, horloges à eau, moulins, systèmes de défense côtière. Les arts, la littérature, la philosophie, la médecine, le droit connaissent un essor prodigieux, stimulé par le bilinguisme latin-grec et par la compétition avec les traditions locales. L'Empire romain n'est pourtant pas monolithique. Il intègre, tolère, assimile des dizaines de peuples, de religions, de coutumes, de langues. Les cultes orientaux, Isis, Mitra, Cybèle, gagnent la faveur des masses urbaines. Le judaïsme se répand en diaspora,
les cultes à mystère séduisent les initiés. C'est dans ce creuset que naît le christianisme, d'abord marginal, persécuté, puis reconnu et finalement adopté comme religion officielle par Constantin au IVe siècle de notre ère. La vie quotidienne dans la Méditerranée romaine est marquée par une grande diversité. Les campagnes sont structurées par de vastes domaines, les villae, où esclaves et colons travaillent à la terre. Les villes concentrent les pouvoirs, les richesses, les services, mais aussi la pauvreté, la criminalité, la promiscuité. Les thermes, les arènes, les théâtres, les cirques sont les lieux de sociabilité, de loisirs, de contestation ou d'affirmation identitaire. Les femmes jouent un rôle parfois sous-estimé. Commerçantes, prêtresses, intellectuelles, patronnes d'ateliers ou de tavernes. Elles participent activement à la vie économique et sociale. Même si la société reste fondamentalement patriarcale, les esclaves, venus des quatre coins de l'Empire, forment une part essentielle de la main-d'œuvre. Mais certains peuvent devenir affranchis, s'enrichir, accéder à la citoyenneté et même au pouvoir. Les crises du IIIe siècle mettent l'Empire à rude épreuve. Invasions barbares, épidémies, guerres civiles, effondrement du commerce, inflation, dépeuplement rural. Les empereurs se succèdent à un rythme effréné. L'armée impose ses candidats. La monnaie se déprécie. Les provinces se révoltent ou se détachent. L'Empire semble au bord de l'effondrement, mais une série de réformes militaires, fiscales, administratives lui permet de résister, de se transformer et d'entrer dans une nouvelle ère. La réforme de Dioclétien, qui partage le pouvoir entre plusieurs empereurs, puis la fondation de Constantinople par Constantin, inaugure la division de l'Empire en deux entités, occidentale et orientale. L'Empire romain d'Orient, ou Empire byzantin, va perdurer 1000 ans encore, défendant le flambeau de la civilisation gréco-romaine, tandis que l'Occident s'effondre sous les coups des invasions germaniques au 5e siècle. Malgré la chute de Rome en 476, l'héritage romain continue de structurer le bassin méditerranéen. Les barbares, devenus rois, adoptent le droit romain, le christianisme, la langue latine, le modèle urbain et administratif. Les réseaux routiers, les aqueducs, les ports subsistent, les échanges se poursuivent, même ralentis, et la Méditerranée reste l'axe majeur de la circulation des hommes et des biens. En Orient, l'Empire byzantin s'affirme comme le centre d'une civilisation raffinée, entre l'Europe et l'Asie, l'Antiquité et le Moyen-Âge. Constantinople, Nouvelle Rome, capitale du luxe, de la diplomatie, de la culture, devient le rempart de la chrétienté face aux Perses, puis aux Arabes et aux Turcs. L'art byzantin, la théologie, la science, la législation, code justinien, rayonnent sur tout le bassin oriental et au-delà, jusqu'aux Slaves, aux peuples du Caucase, de l'Italie méridionale et de l'Afrique du Nord. La Méditerranée post-romaine devient un espace de rivalité, de recomposition, mais aussi de continuité et de renaissance. L'héritage de Rome irrigue la culture, le droit, la langue, la religion, l'art militaire, la gestion urbaine. Les grands monastères, les écoles, les bibliothèques, les marchés perpétuent l'esprit d'innovation et de synthèse qui a fait la grandeur du monde méditerranéen. Au seuil du Moyen-Âge, alors que de nouveaux peuples s'apprêtent à entrer en scène, Arabes, Vikings, Normands, Berbères, Francs, Lombards, la Méditerranée reste ce vaste carrefour où se rencontrent, s'affrontent et s'entrelacent les civilisations, dans un mouvement perpétuel d'échange, de conflits, d'adaptation et de création. La grande mer intérieure, loin de s'assoupir, prépare de nouveaux bouleversements, de nouvelles aventures, de nouveaux mondes. L'entrée dans le Moyen-Âge marque une nouvelle ère de bouleversement, de migration et de recomposition dans l'espace méditerranéen. La chute de l'Empire romain d'Occident au 5e siècle
loin d'être une simple catastrophe, ouvre la voie à l'émergence de nouveaux royaumes, de nouvelles religions, de nouveaux modèles politiques. Les routes maritimes et terrestres changent de main. Les centres de pouvoir se déplacent, mais la Méditerranée demeure le cœur battant des échanges, des innovations et des conflits. Les royaumes barbares qui s'installent sur les ruines de l'Empire adoptent et adaptent l'héritage romain. Les Wisigoths en Espagne, les Vandales en Afrique du Nord, les Ostrogoths en Italie, les Francs en Gaule, les Lombards en Italie du Nord créent de nouveaux États, parfois éphémères, parfois durables. Ils intègrent la langue latine, le droit romain, la religion chrétienne, tout en apportant leurs propres traditions guerrières, leur structure sociale et leurs coutumes particulières. L'Église devient l'une des principales forces de cohésion et de transmission culturelle. Le christianisme, porté par les évêques, les moines, les pèlerins, structure la société, fonde des monastères, des écoles, des hospices. Les grandes abbayes, telles que Monte Cassino, Cluny, Saint-Victor de Marseille, deviennent des centres intellectuels et spirituels, préservant les manuscrits de l'Antiquité, favorisant la copie, la traduction et l'enseignement des savoirs anciens. L'art roman, la liturgie, les pèlerinages à Rome, Jérusalem, Saint-Jacques de Compostelle ancrent la Méditerranée dans un vaste réseau de circulation religieuse et culturelle. À l'est, l'Empire byzantin, héritier direct de Rome, maintient une organisation étatique centralisée, une armée puissante, une diplomatie habile. Constantinople, protégé par ses murailles impressionnantes et sa flotte, résiste aux assauts des Perses, des Slaves, des Bulgares, des Arabes. L'Empire développe un art raffiné, mosaïque, icônes, architecture religieuse, fait rayonner l'orthodoxie chrétienne, inspire l'Europe orientale, la Russie, les Balkans. La science, la médecine, le droit, la philosophie y connaissent un développement remarquable, perpétuant l'esprit d'innovation et de synthèse de l'Antiquité. Mais un nouvel acteur surgit au sud et à l'est de la Méditerranée, l'islam. Né au 7e siècle dans la péninsule arabique, le message du prophète Mahomet transforme en quelques décennies l'équilibre des puissances. Les Arabes, unifiés sous la bannière de l'islam, conquièrent la Syrie, l'Égypte, la Mésopotamie, la Perse, l'Afrique du Nord, l'Espagne. Le califat omeyyade, puis abbasside, fait de Damas et de Bagdad des centres mondiaux de culture, de science, de commerce et de spiritualité. L'arrivée de l'islam bouleverse la carte politique et religieuse du bassin méditerranéen. Les grandes villes, Alexandrie, Kairouan, Cordoue, Fès, Tunis, Le Caire, deviennent des foyers d'érudition, de tolérance relative, d'innovation scientifique et technique. L'algèbre, la médecine, l'astronomie, la philosophie grecque et indienne sont traduites, commentées, diffusées dans tout le monde musulman. La calligraphie, l'architecture, mosquées, palais, jardins, la poésie, le commerce atteignent un raffinement exceptionnel, attirant savants et artistes de toutes origines. Les sociétés musulmanes s'organisent autour de grandes dynasties, omeyyades, abbassides, fatimides, almohades, almoravides, aghlabides. Les échanges maritimes relient l'Espagne à l'Inde, la Sicile à l'Afrique de l'Est, la Méditerranée orientale à la mer Rouge. Les marchés de Cordoue, du Caire, de Damas regorgent de soieries, d'épices, de parfums, de livres, d'instruments scientifiques. L'or circule du Soudan à l'Italie. Les pèlerinages vers la Mecque favorisent la mobilité, le brassage des peuples, l'émergence d'un islam méditerranéen original, ouvert sur le monde. Les contacts, souvent pacifiques, sont aussi marqués par des rivalités et des conflits. Les Byzantins s'efforcent de défendre leurs frontières contre les Arabes, perdent peu à peu la Syrie, l'Égypte, la Palestine, mais conservent l'Anatolie, la Grèce, les Balkans, Chypre et surtout Constantinople, qui résiste à tous les sièges jusqu'au XVe siècle. Les croisades, lancées à la fin du XIe siècle par l'Occident chrétien,
bouleverse l'équilibre. Pendant près de 2 siècles, chevaliers, marchands, pèlerins, aventuriers s'emparent de Jérusalem, fondent des royaumes francs en Terre Sainte, ouvrent des routes nouvelles entre l'Europe et l'Orient. La Méditerranée devient alors le théâtre d'une rivalité multiséculaire entre chrétiens et musulmans, mais aussi entre latins et byzantins, entre marchands italiens et commerçants arabes, entre pirates, corsaires, armateurs de Gênes, de Venise, de Pise, de Barcelone, d'Alexandrie, de Tunis. La guerre, le commerce, la diplomatie, l'espionnage se mêlent sans cesse dans ce vaste espace mouvant, où la fortune peut se faire ou se perdre en quelques jours. Venise et Gênes s'imposent au Moyen-Âge comme les 2 grandes républiques marchandes du bassin nord. Venise, fondée sur des îlots lagunaires pour échapper aux invasions lombardes, devient la plus puissante des cités italiennes. Sa flotte sillonne la Méditerranée, conquiert des ports, contrôle les échanges d'épices, de soie, d'or, de blé, d'esclaves. Gênes, forte de ses armateurs, de ses banquiers, de ses réseaux en Méditerranée occidentale et en mer Noire, rivalise avec Venise pour le contrôle des marchés et des routes. Les croisades, les guerres navales, les alliances changeantes dessinent une carte complexe où l'économie, la foi, la politique et la violence s'entremêlent. La Sicile, la Crète, Chypre, Rhodes, Malte, Majorque deviennent des carrefours stratégiques, conquis, reconquis, échangés au gré des conflits. Les ordres religieux militaires, templiers, hospitaliers, chevaliers teutoniques, installent des forteresses, protègent les pèlerins, mais participent aussi aux luttes pour le pouvoir, à la piraterie, à l'administration des territoires. Les sociétés méditerranéennes médiévales sont marquées par le pluralisme, mais aussi par les tensions. Chrétiens, juifs, musulmans coexistent dans de nombreuses villes, parfois pacifiquement, parfois dans la violence. Cordoue, Tolède, Palerme, Le Caire, Alexandrie, Damas, Istanbul, Jérusalem sont des centres de savoir, de tolérance relative, mais aussi de conversion forcée, d'exil, de persécution, de débats théologiques. L'agriculture, l'artisanat, la pêche, la construction navale, l'industrie textile, la production de sucre, de coton, de soie, de verre, de céramique alimentent un commerce florissant. Les foires, les marchés, les routes caravanières relient l'intérieur des terres au port. Les marchands, juifs, arabes, italiens, catalans, provençaux, occitans, aragonais, grecs, égyptiens sillonnent la mer, créent des compagnies, inventent les lettres de change, les banques, le crédit, les assurances, qui préfigurent le capitalisme moderne. Les épidémies, la peste noire, les famines, les guerres, les sécheresses rappellent régulièrement la fragilité des sociétés. Mais chaque crise suscite des innovations. Nouveaux outils agricoles, variétés de plantes, méthodes de navigation, techniques médicales. Les savoirs circulent, se croisent, se transforment. L'algèbre arabe pénètre l'Europe. La médecine d'Avicenne devient référence. La philosophie d'Aristote revient grâce aux traductions musulmanes. La littérature, la poésie, la musique se métissent, créent des chefs-d'œuvre inattendus. La Méditerranée médiévale, loin d'être un espace figé ou isolé, apparaît comme un immense creuset où se forgent les outils, les idées, les croyances, les goûts et les conflits du monde moderne. À la veille de la Renaissance, alors que s'annonce l'essor des grandes découvertes et la montée en puissance des royaumes atlantiques, la Grande Mer intérieure demeure le symbole vivant de la diversité humaine, de l'innovation, du dialogue, du risque et de la beauté. La Renaissance marque un tournant décisif dans l'histoire de la Méditerranée. Si la Grande Mer intérieure demeure un foyer d'échanges, d'innovation et de confrontation, elle doit désormais faire face à l'émergence de puissances atlantiques, au déplacement progressif des routes commerciales vers l'ouest, à la montée de
nouveaux défis politiques, économiques et culturels. Pourtant, le bassin méditerranéen continue d'être, du XVe au XVIIe siècle, le centre d'un monde foisonnant, traversé par les vents du renouveau intellectuel, de la guerre, de la diplomatie, de la création artistique et de la rivalité religieuse. C'est en Italie que naît la Renaissance, mouvement qui puise son inspiration dans l'Antiquité grecque et romaine, tout en renouvelant profondément les formes de la pensée, de l'art, des sciences et de la société. Florence, Venise, Rome, Naples, Milan deviennent des capitales du savoir, de la beauté, de l'innovation technique. Les mécènes, tels que les Médicis, les papes, les grandes familles marchandes, financent la construction de palais, d'églises, la création de fresques, de statues, la rédaction de traités de philosophie, de mathématiques, de médecine. Les artistes, Léonard de Vinci, Michel-Ange, Raphaël, Titien, Botticelli, incarnent l'idéal humaniste, la recherche de l'harmonie, de la perfection, de l'exploration de l'âme humaine et de la nature. L'imprimerie, inventée à Mayence mais rapidement diffusée à Venise, révolutionne la circulation des idées, permet la publication massive de livres, de cartes, de récits, de voyages, d'ouvrages scientifiques et philosophiques. La Méditerranée devient un carrefour de l'innovation technique, intellectuelle et artistique. Mais ce renouveau s'accompagne de tensions profondes. La rivalité entre les cités italiennes atteint son paroxysme. Guerres, intrigues, assassinats, alliances éphémères, trahisons sont le lot quotidien de Florence, Venise, Milan, Naples, Gênes, Pise. Les papes eux-mêmes, souvent plus princes que chefs spirituels, entrent dans le jeu politique, financent des armées, s'engagent dans des querelles avec les empereurs, les rois de France ou d'Espagne. La Méditerranée occidentale devient le théâtre d'affrontements entre la France, l'Espagne, l'Empire germanique, l'Angleterre, les royaumes musulmans d'Afrique du Nord et l'Empire ottoman, qui, à partir du XVIe siècle, s'impose comme la principale puissance du Sud et de l'Est. Les sultans ottomans, héritiers de Byzance et conquérants de Constantinople en 1453, contrôlent les Balkans, l'Anatolie, le Proche-Orient, l'Afrique du Nord jusqu'à Alger, Tunis, Tripoli, le Caire. Istanbul devient la plus grande ville du monde méditerranéen, centre politique, militaire, artistique, religieux d'un empire cosmopolite. Les Ottomans organisent la Méditerranée orientale autour d'un système efficace. Flotte puissante, garnison, réforme fiscale, tolérance relative envers les minorités religieuses, millet, soutien aux arts et à l'artisanat, développement du commerce, construction de mosquées, de ponts, de palais, de marchés. L'architecture ottomane, la poésie, la musique, les sciences s'épanouissent dans une atmosphère où se croisent traditions turques, arabes, grecques, arméniennes, juives, balkaniques et persanes. Mais la domination ottomane rencontre la résistance des puissances chrétiennes. L'Espagne des Habsbourg, victorieuse à Lépante en 1561, affirme son autorité sur l'ouest de la Méditerranée, contrôle la Sicile, la Sardaigne, Naples, la Savoie, la Catalogne, les Baléares. Les rois catholiques espagnols et portugais investissent dans la marine, la piraterie, la course, la colonisation de l'Amérique, déplacent le centre de gravité de l'économie vers l'Atlantique, mais restent profondément engagés dans les affaires méditerranéennes. Venise, jadis maîtresse de l'Adriatique et du commerce oriental, voit son influence diminuer face à la concurrence ottomane et atlantique. Pourtant, la Sérénissime conserve un rôle culturel et diplomatique majeur. Elle invente l'opéra, développe la cartographie, diffuse les innovations scientifiques, continue de servir de pont entre l'Europe chrétienne et le monde musulman. Les marchands vénitiens, arméniens, juifs, grecs, albanais, syriens, égyptiens, italiens s'associent, négocient,
font circuler épices, soieries, bijoux, livres, toiles, œuvres d'art. La piraterie se développe, alimentée par l'effondrement du contrôle central, les guerres incessantes, la misère et la quête de fortune. Les pirates barbaresques, basés à Alger, Tunis, Tripoli, s'attaquent aux navires chrétiens, enlèvent des captifs, rançonnent les côtes espagnoles, italiennes, françaises, portugaises. En réponse, les puissances européennes arment des flottes, construisent des fortifications, organisent des expéditions punitives. Mais la piraterie reste un fléau majeur jusqu'au XVIIIe siècle. Le commerce connaît une profonde mutation. L'arrivée massive de métaux précieux d'Amérique, l'ouverture de nouvelles routes par le cap de Bonne-Espérance, la concurrence des produits atlantiques bouleverse les équilibres traditionnels. Les villes portuaires, Marseille, Livourne, Barcelone, Alger, Alexandrie, Smyrne, prospèrent grâce à l'importation du café, du sucre, du coton, du tabac, des peaux, des céréales, des étoffes. Les foires internationales, les bourses, les sociétés par actions, les assurances se développent, annonçant l'essor du capitalisme moderne. La Méditerranée devient aussi le creuset de réformes religieuses et de conflits confessionnels. La réforme protestante, née en Allemagne et en Suisse, atteint le sud de la France, l'Italie, l'Espagne, suscite des guerres de religion, des exils, des débats théologiques et politiques. L'Inquisition, les persécutions, les expulsions de juifs et de musulmans d'Espagne et du Portugal modifient la carte humaine du bassin, favorisent la diaspora séfarade, l'installation de communautés juives et morisques dans l'Empire ottoman, en Afrique du Nord, en Italie, aux Pays-Bas. Les arts et les sciences continuent de s'épanouir. Les architectes bâtissent palais, églises, synagogues, mosquées. Les peintres, sculpteurs, musiciens, écrivains voyagent de ville en ville, participent aux concours, animent les cours princières et les académies. L'imprimerie, la cartographie, la médecine, l'astronomie connaissent des progrès fulgurants, relayés par la correspondance savante, les sociétés scientifiques, les voyages d'études, les traductions. Les sociétés méditerranéennes de la Renaissance et de l'époque moderne sont marquées par une grande mobilité, une ouverture relative aux influences extérieures, mais aussi par des tensions sociales, des inégalités, des crises récurrentes. Les épidémies, les famines, les révoltes paysannes, les guerres urbaines, les jacqueries secouent régulièrement les royaumes et les cités. Mais, à chaque crise, de nouveaux savoir-faire, de nouveaux modèles politiques, de nouvelles formes artistiques voient le jour. L'agriculture se transforme. Introduction de cultures nouvelles, maïs, tomates, pommes de terre, piments, tabac, haricots, arachides. Amélioration des outils, diffusion des moulins à eau et à vent, organisation de grands domaines et de propriétés, paysannes, développement de l'irrigation, du drainage, des jardins botaniques. Les campagnes méditerranéennes deviennent le laboratoire d'innovation qui nourriront la croissance démographique, urbaine et commerciale. La Méditerranée de la Renaissance est un espace d'invention, de confrontation, d'adaptation, mais aussi d'exclusion, de violence, de nostalgie. Les rêves d'unité, de paix, de dialogue, portés par certains humanistes, cèdent souvent la place à la réalité des guerres, des sièges, des rivalités sans fin. Pourtant, le souvenir de l'Antiquité, la mémoire des grandeurs passées, la conscience de partager un même espace continuent d'alimenter l'imaginaire, de stimuler la recherche d'un ordre nouveau. À la veille de l'époque contemporaine, la Méditerranée, toujours convoitée, traversée, disputée, demeure le miroir de l'histoire humaine. Un espace de rencontres, de conflits, de mélanges, où chaque vague, chaque rivage, chaque port porte la trace des civilisations qui l'ont rêvé, bâti, défendu et transformé. Au seuil du XVIIIe siècle, la Méditerranée entre dans une nouvelle ère de mutation profonde.
Les grandes dynasties s'efforcent de maintenir leur influence alors que le monde change rapidement sous l'effet de la révolution scientifique, de l'expansion coloniale, des guerres globales et des bouleversements économiques. Le bassin méditerranéen, longtemps centre de gravité du vieux monde, se retrouve tiraillé entre tradition et modernité, entre ouverture sur le large et tentation du repli, entre la permanence des cultures anciennes et l'apparition de sociétés nouvelles. Les puissances européennes, désormais solidement implantées sur les côtes atlantiques et engagées dans la conquête des Amériques, continuent de rivaliser en Méditerranée. La France, l'Espagne, l'Angleterre, la Savoie, le Piémont, l'Autriche et les républiques italiennes poursuivent la lutte pour le contrôle des ports, des îles stratégiques et des routes commerciales. La guerre de succession d'Espagne, le partage de l'Empire ottoman, la rivalité entre la France et l'Angleterre pour l'influence en Méditerranée orientale marquent le siècle de conflits, de traités, de trahisons et de changements de frontières. Les Ottomans, autrefois maîtres incontestés du Sud et de l'Est, doivent faire face à la montée en puissance de l'Empire russe, à la révolte de leurs provinces balkaniques et arabes, à la pression des puissances occidentales avides de contrôler le commerce du Levant, du Maghreb et de la mer Noire. Les batailles navales, les blocus, les alliances éphémères bouleversent la carte politique et économique du bassin, accélérant le déclin relatif des anciennes puissances au profit de nouveaux acteurs. Le commerce reste un enjeu central. Les ports de Marseille, Gênes, Livourne, Barcelone, Naples, Smyrne, Salonique, Alger, Tunis, Alexandrie, Trieste sont de véritables laboratoires d'innovation. Entrepôts, marchés, compagnies commerciales, chantiers navals, arsenaux, bourses de commerce y fleurissent. Les marchands, souvent cosmopolites, négocient blé, vin, huile, soieries, tissus, épices, corail, fruits secs, café, sucre, coton, laine, produits coloniaux venus des Amériques ou de l'Inde. Les banques développent de nouveaux instruments financiers. Les assurances maritimes protègent les cargaisons. Les sociétés par actions permettent de répartir les risques. Les sociétés méditerranéennes du XVIIIe siècle connaissent de profonds bouleversements. Les campagnes se modernisent, introduction de cultures nouvelles, rationalisation des exploitations, extension de l'irrigation, essor des techniques agricoles et des industries rurales. Les villes grandissent, s'enrichissent, se dotent de nouveaux équipements. Places, fontaines, théâtres, bibliothèques, hôpitaux, promenades publiques, manufactures. La croissance démographique et l'urbanisation transforment les modes de vie, les mentalités, les rapports sociaux. La vie culturelle s'intensifie. Les cafés, les salons, les académies, les loges maçonniques deviennent des foyers de débat intellectuel, de diffusion des idées nouvelles venues des Lumières. Les savants méditerranéens participent à la révolution scientifique. Astronomie, médecine, mathématiques, chimie, botanique, géographie. Les voyages d'exploration se multiplient. Expéditions en Égypte, en Syrie, en Grèce, en Afrique du Nord. Missions archéologiques et ethnographiques. Première campagne de fouilles et de description systématique des monuments antiques. Le dialogue des cultures se poursuit, parfois dans la douceur, parfois dans la violence. Les minorités juives, grecques, arméniennes, chrétiennes orientales, musulmanes vivent côte à côte dans les grandes cités, parfois protégées, parfois persécutées, mais toujours actrices de la vie économique, artistique, scientifique et artisanale. Les langues se mêlent, français, italien, espagnol, arabe, grec, turc, hébreu, maltais, catalan, provençal, albanais, slave, arménien. La Méditerranée demeure la plus grande mosaïque linguistique d'Europe. La piraterie continue de sévir, malgré les efforts de répression des puissances. Les côtes d'Algérie, de Tunisie, de Tripolitaine,
de Dalmatie, de Corse, de Sardaigne restent des refuges pour corsaires et pirates. Les razzias, les enlèvements de marins et de paysans, les rançons alimentent un commerce lucratif d'esclaves et de captifs, qui n'est pas sans rappeler la violence des siècles passés. Les grandes expéditions scientifiques, archéologiques, diplomatiques contribuent à un nouveau regard sur l'Antiquité et les sociétés méditerranéennes. Les récits de voyageurs, les gravures, les cartes, les objets rapportés nourrissent la curiosité, inspirent artistes et écrivains, favorisent la naissance du romantisme méditerranéen et de l'orientalisme. La redécouverte de la Grèce antique, de l'Égypte pharaonique, de la Rome impériale, de Carthage, de Byzance, suscite un engouement sans précédent pour les fouilles, les collections, les restitutions architecturales, la muséographie moderne. Le XVIIIe siècle est aussi celui des premières réformes politiques et sociales. Les monarchies méditerranéennes, confrontées à la crise fiscale, à l'agitation populaire, aux guerres coûteuses, entreprennent de moderniser l'administration, de limiter les privilèges de l'aristocratie, de réorganiser les impôts, de développer l'instruction publique, de diffuser les innovations techniques, l'esprit des Lumières, la circulation des encyclopédies, la diffusion des débats politiques, l'émergence des journaux, des clubs, des sociétés savantes préparent le terrain aux grandes révolutions à venir. Les sociétés méditerranéennes restent marquées par de profondes inégalités, mais aussi par une grande capacité d'adaptation et de résilience. Les crises, qu'elles soient économiques, climatiques, sanitaires ou politiques, sont l'occasion de réinventions multiples. L'essor du commerce colonial, la circulation des hommes et des idées entre l'Europe, l'Afrique, l'Asie et l'Amérique font de la Méditerranée un espace toujours en mouvement, toujours ouvert sur l'ailleurs. Au seuil du XIXe siècle, la Méditerranée s'apprête à vivre de nouveaux bouleversements. Invasion de l'Égypte par Bonaparte, expéditions scientifiques, révolte nationale, lutte pour l'indépendance, redécoupage des frontières, modernisation, accélérée, rivalité entre empires, montée du nationalisme, essor des nouvelles puissances industrielles. La Grande Mer intérieure demeure fidèle à sa vocation de carrefour des mondes, de laboratoire de l'histoire, de miroir des espoirs et des tragédies humaines. La mémoire des siècles précédents, les traces des civilisations disparues, la diversité des langues, des religions, des arts, des techniques, des rêves et des conflits continuent d'inspirer ceux qui vivent, étudient, traversent ou racontent. Méditerranée. Au fond, malgré les ruptures, la mer demeure ce qui unit, relie, irrigue, façonne, rassemble les peuples, les cultures, les histoires. Au XIXe siècle, la Méditerranée traverse une période de bouleversement sans précédent, où les sociétés traditionnelles se voient confrontées à la modernité, à l'expansion européenne et à l'irruption des idées nouvelles. La mer intérieure devient le théâtre de rivalités entre les grandes puissances, de réformes internes, de lutte pour l'indépendance et de transformations sociales qui préparent le visage du monde contemporain. L'expédition d'Égypte menée par Bonaparte à la toute fin du XVIIIe siècle marque un tournant majeur. Non seulement elle signale le début de l'ingérence directe des puissances européennes au cœur du monde musulman, mais elle inaugure également l'ère de l'orientalisme, de la recherche archéologique et de la fascination pour l'Antiquité. Les savants accompagnant les soldats français collectent, dessinent, décrivent, fondent l'égyptologie et éveillent l'intérêt de toute l'Europe pour les civilisations disparues du bassin méditerranéen. L'Empire ottoman, autrefois colonne vertébrale du sud et de l'est méditerranéen, montre des signes de faiblesse. Secoué par les révoltes internes, la corruption, la pression militaire des Russes, des Autrichiens, des Britanniques et des Français, il entreprend, à partir du début du siècle, des réformes profondes connues sous le nom de Tanzimat. L'administration, la justice, la fiscalité, l'armée, l'éducation sont modernisées à l'image de l'Occident,
Mais ces efforts ne suffisent pas à endiguer l'érosion du pouvoir central. Les Balkans deviennent un foyer d'agitation. Serbes, Grecs, Bulgares, Roumains, Albanais, Monténégrins revendiquent de leur identité, leur langue, leur religion, leur autonomie ou leur indépendance. La guerre d'indépendance grecque, appuyée par l'opinion publique européenne, les poètes, les artistes, les puissances navales, aboutit en 1829 à la création d'un État grec moderne. Les autres peuples suivront, multipliant les insurrections, les alliances, les guerres contre l'Empire ottoman, jusqu'à la grande recomposition du début du XXe siècle. Le Maghreb subit à son tour l'expansion européenne. L'Algérie est conquise par la France en 1830, la Tunisie devient un protectorat en 1881, le Maroc en 1912. L'Égypte, occupée par les Britanniques après la construction du canal de Suez, voit son autonomie réduite, malgré les réformes entreprises par Méhémet Ali, pacha modernisateur qui fonde une armée puissante, développe l'industrie, favorise l'éducation et les grands travaux. L'Italie, longtemps morcelée, connaît le Risorgimento, vaste mouvement d'unification nationale. De la Sicile à la Lombardie, de la Sardaigne à Venise, les patriotes se soulèvent contre la domination autrichienne, espagnole ou française. Figures comme Garibaldi, Cavour, Mazzini, Victor Emmanuel II deviennent les artisans de l'unité italienne, proclamée officiellement en 1861. L'Italie moderne s'impose alors comme une nouvelle puissance méditerranéenne, active sur la scène diplomatique, économique et culturelle. La Méditerranée occidentale voit la consolidation des États-nations. La France étend son influence sur la côte nord-africaine. L'Espagne poursuit la reconquête interne après la chute de l'Empire napoléonien. La Sardaigne et la Sicile s'intègrent à l'Italie, le Portugal se replie sur ses colonies atlantiques. Les dynasties royales, souvent fragilisées, sont confrontées à la montée des mouvements républicains, socialistes, anarchistes, qui agitent les villes et les campagnes, provoquent soit des révoltes, des grèves, des révolutions. Le canal de Suez, ouvert en 1869, transforme radicalement la géographie et l'économie de la Méditerranée. Désormais, la mer intérieure redevient le passage obligé du commerce mondial, reliant l'Europe à l'Asie, accélérant le transport des marchandises, des hommes, des idées. Les ports d'Alexandrie, de Marseille, de Gênes, de Naples, de Barcelone, d'Alger, du Pirée connaissent une croissance spectaculaire, attirant des immigrants, des commerçants, des entrepreneurs venus de tous les continents. Les sociétés méditerranéennes, traversées par des courants de modernité, vivent des transformations majeures. Les villes s'étendent, s'industrialisent, se dotent d'équipements modernes. Chemins de fer, tramways, gares, écoles, universités, hôpitaux, théâtres, cafés, bibliothèques. Les élites bourgeoises imitent les modes parisiennes, londoniennes, viennoises, tout en cultivant les traditions locales, la fierté de l'histoire, la richesse du patrimoine artistique, architectural, musical. La science et la technique connaissent un essor fulgurant. Électricité, télégraphe, photographie, médecine, botanique, archéologie, géologie, linguistique. Les campagnes de fouilles en Grèce, en Turquie, en Égypte, en Syrie, en Italie, en Afrique du Nord livrent des trésors inestimables, bouleversent la compréhension du passé, stimulent la construction de musées, d'académies, de sociétés savantes. L'orientalisme inspire peintres, musiciens, écrivains, voyageurs, qui affluent sur les traces d'Homère, d'Hérodote, de Virgile, de Dante, de Cervantes. La vie rurale se transforme lentement. Introduction de nouvelles cultures, modernisation des outils agricoles, multiplication des sociétés mutualistes, développement de l'instruction, progrès de la médecine vétérinaire, extension de la propriété privée. Mais les inégalités demeurent. Exode rural, pauvreté, insécurité, conflits fonciers,
tensions ethniques ou religieuses rythment la vie des campagnes, alimentent parfois les révoltes et les migrations massives vers les villes ou vers l'étranger. Le XIXe siècle est aussi marqué par les migrations. Juifs d'Europe centrale, Arméniens fuyant les persécutions, Grecs d'Asie mineure, Italiens du Sud, Espagnols, Arabes, Berbères, Maltais, Corses, Sardes traversent la Méditerranée en quête de travail, de sécurité, d'un avenir meilleur. Les diasporas méditerranéennes irriguent les Amériques, l'Afrique, l'Australie, mais aussi les grandes villes du bassin, contribuant à la diversité des sociétés, à la circulation des savoirs, des langues, des cuisines, des religions. Les tensions politiques s'exacerbent à mesure que la modernité avance. L'expansion coloniale, la compétition industrielle, les réformes administratives, la montée du nationalisme, la rivalité entre monarchie et république préparent les crises du XXe siècle. Les guerres balkaniques, les soulèvements en Égypte, au Maghreb, en Italie du Sud, en Espagne, les tensions sociales en France et en Grèce annoncent les grands conflits mondiaux à venir. La Méditerranée du XIXe siècle demeure cependant un espace d'invention, de rencontres, de confrontations et de rêves. Les arts, la littérature, la musique, la science, l'industrie, l'urbanisme, la navigation, la diplomatie témoignent de la vitalité d'un monde en perpétuelle mutation, héritier des siècles passés, mais résolument tourné vers l'avenir. Les ports, les marchés, les places publiques, les cafés, les universités, les bibliothèques, les théâtres, les églises, les mosquées, les synagogues restent les lieux où se forge la mémoire, la culture, l'identité d'une mer toujours vivante, ouverte sur tous les horizons. Le XXe siècle transforme la Méditerranée plus profondément que toute période précédente. Les deux guerres mondiales, la décolonisation, l'essor des nationalismes, la croissance industrielle et démographique, la révolution des communications et des transports bouleversent la carte politique, les sociétés, les économies, les paysages et les mentalités de l'ensemble du bassin méditerranéen. La grande mer intérieure redevient, après des siècles de rivalité impériale, le centre de toutes les passions, de tous les espoirs, mais aussi de toutes les violences du monde contemporain. La Première Guerre mondiale, même si la plupart des combats se déroulent au nord de l'Europe, n'épargne pas la Méditerranée. Le contrôle du canal de Suez, du détroit des Dardanelles, de la mer Égée, de la Méditerranée occidentale, devient un enjeu stratégique. Les flottes alliées et les sous-marins allemands s'affrontent dans des batailles navales décisives. L'Empire ottoman, allié de l'Allemagne, affronte la Grande-Bretagne, la France, l'Italie, la Russie, dans une guerre qui déchire le Proche-Orient. À l'issue du conflit, l'Empire ottoman s'effondre. Les accords Sykes-Picot partagent le Levant, la Syrie, le Liban, la Palestine, l'Irak entre puissances occidentales. La montée du nationalisme arabe, turc, juif, arménien, berbère, grec, balkanique précipite la fin des grands empires multinationaux et la naissance de nouveaux États-nations. La République turque, fondée par Mustafa Kemal Atatürk, entreprend une modernisation accélérée, impose la laïcité, l'alphabet latin, la centralisation administrative, rompent avec l'ordre ancien. Les mandats français et britanniques suscitent des résistances, des insurrections, des mouvements indépendantistes qui culmineront dans la seconde moitié du siècle. La Seconde Guerre mondiale fait de la Méditerranée un champ de bataille majeur. Le contrôle de Gibraltar, de Malte, d'Alexandrie, du canal de Suez, des côtes d'Afrique du Nord, des Balkans, de la Crète, de la Sicile est décisif pour le sort du conflit. Les débarquements alliés, les batailles de chars en Libye, les résistances locales, la participation des colonies à l'effort de guerre bouleversent les sociétés, accélèrent l'émancipation, la prise de conscience nationale. Les persécutions contre les Juifs, les minorités, les opposants politiques, la destruction des communautés traditionnelles,
laissent une blessure profonde dans la mémoire collective. L'après-guerre ouvre l'ère de la décolonisation. L'Algérie mène une guerre longue et sanglante pour son indépendance, obtenue en 1962. La Tunisie et le Maroc retrouvent leur souveraineté, l'Égypte se libère de la domination britannique, la Libye devient indépendante. Les colonies françaises, espagnoles et italiennes disparaissent peu à peu, tandis que de nouveaux États voient le jour, animés par le rêve du développement, de la justice, de la dignité retrouvée. Mais ces indépendances se font dans la douleur. Guerre civile, coups d'État, tensions ethniques et religieuses, dictature, intervention étrangère, migration massive, exil et rupture. La Méditerranée de la seconde moitié du XXe siècle est traversée par la guerre froide. Les deux superpuissances, États-Unis et URSS, rivalisent pour contrôler les ports, les routes maritimes, les bases militaires. La crise de Suez en 1956, la guerre des 6 jours en 1967, le conflit israélo-palestinien, les guerres du Liban, de Chypre, de Bosnie, d'Algérie, du Kosovo, d'Irak, d'Afghanistan secouent la région, déplacent des millions de personnes, déstabilisent les sociétés, laissent des cicatrices encore vives aujourd'hui. L'urbanisation, l'industrialisation, l'explosion démographique transforme les villes, les campagnes, les paysages littoraux. Les grandes métropoles, Istanbul, Le Caire, Alger, Casablanca, Tunis, Tel Aviv, Beyrouth, Athènes, Rome, Naples, Marseille, Barcelone, deviennent des pôles d'attraction, de croissance, de créativité, mais aussi de misère, de tension, de ségrégation sociale. L'exode rural, la construction de quartiers périphériques, l'essor du tourisme de masse modifie radicalement la vie quotidienne. L'organisation des espaces, les modes de production, les relations entre les hommes et la mer. La culture méditerranéenne connaît une renaissance étonnante. Cinéma égyptien, chansons italiennes, littérature maghrébine et levantine, théâtre grec, art plastique espagnol, danse contemporaine israélienne, philosophie française, poésie turque, les festivals, les expositions, les échanges universitaires, les migrations favorisent la création, le métissage, la circulation des idées, des styles, des saveurs, des musiques, des langues. Les diasporas méditerranéennes, en Europe, en Amérique, en Afrique, en Asie, contribuent à la diffusion des traditions, des mémoires, des identités plurielles. Les défis sont cependant immenses. Montée des nationalismes, fermeture des frontières, racisme, xénophobie, montée des extrémismes religieux et politiques, terrorisme, conflits armés, migration forcée, trafic d'êtres humains, pauvreté, chômage, destruction de l'environnement. La Méditerranée devient à la fois un espace de rêve et de tragédie, de dialogue et d'affrontement, d'espoir et de désespoir. Les migrants qui traversent la mer au péril de leur vie rappellent la permanence des flux humains, la fragilité des sociétés, la nécessité de repenser la solidarité, l'accueil, la coopération. En dépit des épreuves, la Méditerranée demeure une source inépuisable d'inspiration, de rencontres, d'innovation. Les projets de coopération régionale, les échanges universitaires, les ONG, les réseaux d'artistes, de scientifiques, d'entrepreneurs tentent que de construire des ponts, de dépasser les clivages, de préserver la biodiversité, le patrimoine culturel, les savoirs anciens et nouveaux. Les initiatives locales, les mouvements citoyens, les festivals, les forums, les jumelages, les partenariats illustrent la vitalité d'une société civile en quête de solutions et d'avenir partagés. À la veille du XXIe siècle, la Méditerranée apparaît plus que jamais comme un carrefour des civilisations, un laboratoire de la mondialisation, un miroir des défis planétaires. Elle reste un espace de rêve, de mémoire,
de dialogue, mais aussi un champ de lutte, d'incertitude, de danger. L'histoire longue de la mer intérieure, sa capacité à absorber, transformer, réinventer, demeure la meilleure garantie de sa survie et de sa fécondité pour les générations futures. Le XXIe siècle s'ouvre sur une Méditerranée traversée de contradictions et de bouleversements inédits. Loin d'être seulement un espace de mémoire, la mer intérieure devient le théâtre d'enjeux globaux, environnementaux, politiques, migratoires, identitaires et économiques. Jamais la question de la coexistence, du développement durable et de la justice n'a été aussi cruciale dans l'histoire de cette région qui fut, pendant des millénaires, le cœur du monde. La mondialisation accélère les échanges, mais creuse aussi les écarts entre les sociétés. Les flux de marchandises, de capitaux, d'informations et de personnes traversent la mer à une vitesse inédite. Les zones franches, les ports ultramodernes, les zones industrielles spéciales prospèrent à Tanger, à Barcelone, à Marseille, à Alexandrie, à Istanbul, à Haïfa. Le tourisme de masse transforme des pans entiers du littoral, alimente la croissance, mais fragilise les équilibres naturels et sociaux. Les questions écologiques deviennent centrales. La pollution, la surpêche, la disparition des espèces, l'artificialisation des côtes, la multiplication des déchets plastiques, les menaces sur la biodiversité marine et littorale suscitent une mobilisation sans précédent. Les ONG, les scientifiques, les États, les collectivités locales multiplient les initiatives pour protéger la Méditerranée, restaurer les lagunes, réintroduire des espèces, réduire la pollution, inventer de nouveaux modèles de gestion partagée des resources. Le défi des migrations atteint une intensité dramatique. Des milliers de personnes venues d'Afrique subsaharienne, du Proche-Orient, d'Asie centrale, fuient les guerres, la pauvreté, le changement climatique, l'instabilité politique. Les embarcations de fortune, les camps sur les îles grecques, à Lampedusa, à Malte, en Sicile, les naufrages, les drames humains défient la conscience européenne et mondiale. Les réponses oscillent entre accueil, fermeture, solidarité, répression, coopération et crise politique. Les sociétés méditerranéennes sont confrontées à la montée des inégalités, entre nord et sud, entre centres urbains et périphéries rurales, entre générations, entre communautés religieuses et ethniques. Les révolutions arabes du début du siècle, parties de Tunisie et d'Égypte, suscitent d'immenses espoirs, mais aussi de terribles désillusions. Les transitions démocratiques s'avèrent difficiles. Les guerres civiles déchirent la Libye, la Syrie, le Yémen, relancent les flux migratoires, fragilisent les équilibres régionaux. Les villes méditerranéennes poursuivent leur croissance. Les mégapoles côtières, surpeuplées, multiculturelles, ouvertes sur le monde, concentrent les richesses, l'innovation, l'éducation, la création artistique, mais aussi la misère, la précarité, la ségrégation. Les anciens quartiers, les médinas, les ports historiques, les places publiques, les marchés sont menacés par la spéculation immobilière, la gentrification, la disparition des métiers traditionnels. La jeunesse représente à la fois un défi et une chance pour la Méditerranée. Nombreuse, souvent bien formée, connectée au monde entier grâce au numérique, elle incarne l'espoir de sociétés plus ouvertes, plus justes, plus inventives. Les mouvements sociaux, les manifestations, les projets d'économie solidaire, les réseaux culturels, les initiatives environnementales montrent la vitalité d'une génération désireuse de s'approprier son destin et de construire des ponts entre les rives. La diversité religieuse, culturelle, linguistique demeure un atout majeur, mais aussi une source de tension. Les débats sur la laïcité, la place de l'islam, du christianisme, du judaïsme, les revendications identitaires, les replis communautaires, les conflits de mémoire agitent les sociétés. Pourtant, dans la vie quotidienne, les échanges,
les mariages mixtes, les pratiques culinaires, artistiques, musicales, témoignent d'un profond métissage qui défie les logiques d'exclusion. Les arts, la littérature, la musique, le cinéma, la mode, le design continuent d'innover, de fusionner, de diffuser des modèles originaux. Les festivals de Cannes, de Venise, d'Alexandrie, de Marrakech, de Beyrouth, d'Istanbul, de Jérusalem, de Barcelone, de Palerme sont des vitrines du talent méditerranéen, des laboratoires d'expérimentation et de dialogue entre les cultures. Les plateformes numériques, les médias sociaux, les échanges universitaires, les traductions, les résidences d'artistes amplifient le rayonnement des créateurs de la région. La coopération régionale tente de répondre aux défis communs. L'Union pour la Méditerranée, le dialogue euro-méditerranéen, les réseaux d'universités, les accords économiques, les programmes environnementaux, les actions humanitaires cherchent à dépasser les frontières, à mutualiser les efforts, à promouvoir la paix, la stabilité, la prospérité partagée. Mais les intérêts nationaux, les méfiances historiques, les divergences de gouvernance, les inégalités structurelles compliquent la tâche et limitent la portée des initiatives. La Méditerranée du XXIe siècle reste, comme toujours, un espace d'incertitude et de promesses. Les défis sont immenses, mais l'énergie, la créativité, la résilience de ces sociétés, la richesse de ces héritages, la capacité à se réinventer laissent entrevoir la possibilité d'un avenir commun. À condition d'accepter la diversité, de promouvoir le dialogue, de protéger la mer, de transmettre la mémoire et d'inventer de nouvelles formes de vivre ensemble. Au fond, la mer intérieure demeure fidèle à son destin de carrefour, lieu de circulation, de rencontres, de conflits, de création. Les vagues qui battent en ses rivages rappellent que chaque génération est invitée à relire, à réinterpréter, à prolonger l'histoire, à écrire de nouveaux chapitres, à unir les rives, à construire un monde où la Méditerranée reste le berceau vivant des civilisations, le miroir des espoirs et des peurs de l'humanité tout entière. La Méditerranée, au terme de ce long voyage à travers l'histoire, demeure bien plus qu'une mer. Elle incarne le mouvement incessant des peuples, la quête du savoir, la confrontation et la fusion des cultures, la naissance et la chute des empires, l'espoir d'un monde où la différence devient richesse, où chaque rivage raconte une part de l'aventure humaine. Depuis la préhistoire jusqu'au XXIe siècle, elle a vu passer sur ses flots marchands et marins, rois et révolutionnaires, philosophes et poètes, bâtisseurs et conquérants, fugitifs et rêveurs. Le paysage méditerranéen d'aujourd'hui porte la trace de toutes ces histoires entremêlées. Les villes, les ports, les villages de pêcheurs, les campagnes en terrasse, les oliveraies, les marchés, les églises, les mosquées, les synagogues témoignent de la superposition des époques et des influences. Les dialectes, les cuisines, les musiques, les fêtes, les mythes, les pratiques religieuses révèlent un brassage unique au monde, résultat de millénaires d'échanges, de migrations, de rencontres et de confrontations. Les défis du présent n'effacent pas la grandeur du passé. La crise climatique, la montée des eaux, la perte de la biodiversité, la pression démographique, les inégalités, les migrations, les tensions géopolitiques pèsent lourdement sur les sociétés méditerranéennes. Mais la mémoire collective, l'expérience de la coexistence, la capacité à innover, à accueillir, à transmettre, offrent les ressources nécessaires pour affronter l'avenir. Chaque ville, chaque île, chaque vallée, chaque port porte en lui la possibilité du renouveau, la promesse d'une nouvelle renaissance. L'éducation, la culture, la science, le dialogue sont les clés de la résilience méditerranéenne. Les écoles, les universités, les bibliothèques, les musées, les festivals, les coopérations régionales deviennent les lieux privilégiés de la transmission, de l'invention, de
de la rencontre entre générations, entre rives, entre langues et disciplines. Le numérique, les réseaux sociaux, la circulation accélérée des idées facilitent la construction de solidarités inédites, d'alliances, d'amitiés, de projets communs au-delà des frontières et des antagonismes. Les sociétés méditerranéennes, fortes de leur diversité, de leur expérience de la pluralité, peuvent jouer un rôle central dans la construction d'un monde multipolaire, capable d'inventer de nouveaux modèles de développement, de justice, de coopération, la richesse des patrimoines, la profondeur des héritages, l'énergie de la jeunesse, la créativité des artistes et des chercheurs offrent un terrain fertile pour l'éclosion d'une modernité enracinée dans l'histoire, ouverte sur le monde. Les rêves des générations passées, les luttes pour la liberté, la justice, la paix, la dignité résonnent encore dans les rues d'Alger, d'Istanbul, de Marseille, du Caire, de Beyrouth, d'Athènes, de Tunis, de Barcelone, de Naples, de Jérusalem. Les voix des poètes, des philosophes, des conteurs continuent de bercer les nuits méditerranéennes, d'inspirer les mouvements citoyens, d'appeler à l'espérance, à la réconciliation, à l'invention d'un avenir commun. La mer, toujours là, mouvante, imprévisible, magnifique et dangereuse, relie les continents, les cultures, les destins. Elle invite à la traverser, à l'explorer, à la respecter, à en faire un espace de paix, de rencontre, de création. L'horizon, changeant, insaisissable, invite sans cesse à partir, à découvrir, à comprendre l'autre, à bâtir ensemble. Ainsi, l'histoire de la Méditerranée reste ouverte, inachevée, disponible à tous les possibles. À chaque génération d'inventer ses propres routes, d'écrire ses récits, de relever ses défis, de prolonger la mémoire et de transformer la mer intérieure en berceau vivant d'un monde toujours à réinventer. Que chaque vague qui se brise sur ses rivages porte l'écho des civilisations passées et la promesse de celles qui viendront.